tous. Le micro semble fonctionner. Bonjour à tous. Olivier Bouba-Olga, je suis professeur des universités, enfin j'ai une double casquette, Université de Poitiers et puis chef du service études et prospectives à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Donc là c'est le défi encore jamais relevé, c'est-à-dire comment échanger et que chacun puisse vous apporter du contenu intéressant, sachant qu'on est 11 autour de la table. Mais on va essayer d'y arriver. Donc j'anime la table ronde avec Catherine Beaumont. Hein. Catherine, si tu veux juste te présenter. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, moi, je suis professeure d'économie à l'Université de Bourgogne. Et vous avez la possibilité de nous laisser des messages sur l'espace interactif qui vient justement d'être projeté là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et puis bonjour à tous nos intervenants. Voilà, donc on a vraiment travaillé en amont avec Catherine pour préparer cette table ronde, que ce soit, en fait, ça va être une espèce d'exercice de discussion un peu à bâton rompu, brainstorming, autour de la production de connaissances. Vous avez autour de la table un ensemble de personnes, à chaque fois chacun dira de quelle institution il parle, mais vraiment des producteurs importants d'études à l'échelle française, hein, à l'échelle nationale, régionale, locale. Donc on va échanger pour se dire, bon, comment on produit de la connaissance. Il y avait une partie qu'on avait envisagée, mais comme on est nombreux et qu'on veut avoir le temps quand même d'apporter du contenu, on va sans doute la zapper sur la diffusion, l'aspect diffusion. Catherine, en conclusion de la table ronde, en dira quelques mots. Pour aller sur la troisième partie qui, en fait, suite à des échanges, nous semble la plus consistante sur... on produit de la connaissance, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est mobilisé pour l'action ou pas? Donc on aura un temps d'échange un peu long à ce niveau-là. Donc voilà, on aura ces deux parties, production de connaissances et mobilisation des connaissances pour l'action. Donc on va tout de suite aller sur sur le premier temps, sur l'aspect production de connaissances. On a structuré ça en différentes questions. On va commencer parce que dans la salle et puis aussi en visio, on a beaucoup de jeunes, on sait, en lycée, à la fac, qui peuvent se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait après des études d'économie ou des études en sciences sociales plus généralement. Donc je vais commencer par interroger certaines personnes là. Sur les compétences mobilisées dans leur structure pour produire des connaissances. Je vais commencer par Jean-Philippe Groutier, donc directeur régional de l'INSEE. Justement, l'INSEE qui produit beaucoup de connaissances. Quelles compétences vous mobilisez au sein de votre institution? Oui, merci. Bonjour à tous. Pour l'encadrement de l'INSEE, aux différents niveaux, on a des gens qui ont une double compétence, mathématiques et statistiques d'un côté, et économie, même sciences sociales, je vais faire un peu de démographie, de sociologie, etc., de l'autre. Comment on arrive à ça? Par les processus de recrutement et de formation. Bon, l'INSEE est une administration d'État, donc on recrute massivement par concours, ou par concours explicite ou à la suite de classements dans différentes écoles, autres écoles de l'administration. Donc on recrute une partie des gens qui ont une formation de bon niveau, de haut niveau en mathématiques ou statistiques d'un côté. Après, on recrute des gens qui ont une formation de haut niveau en économie de l'autre. Puis après, on met tout ça dans des écoles qui durent 2 ou 3 ans. On touille, on secoue. Et à la fin, on a des gens qui ont la double compétence et qui ont une vraie culture commune. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, ça peut être une poursuite d'études et des perspectives professionnelles pour des jeunes qui ont des cursus, notamment en éco, évidemment, qui se destinent à ces métiers-là. Deuxième illustration, Vincent Couturier pour les agences urbaines. Merci. Donc, bonjour, Vincent Couturier. Je coordonne un observatoire économie, emploi, insertion au sein de l'agence d'urbanisme de Lyon, et qui est un outil d'ingénierie territoriale partenariale au service de partenaires publics et parapublics, dont la vocation est, par l'apport de connaissances et la mise en dialogue des acteurs, la mise en cohérence de politiques publiques dans les territoires et entre les territoires. Et donc, pour ce faire, pour revenir à la question des compétences, effectivement, il y a un cœur de métier historique des agences d'urbanisme, comme son nom l'indique, qui était dédié aux travaux de planification urbaine,
aux projets et aux stratégies de territoire, aux projets urbains. Et donc le gros des équipes des agences d'urbanisme est composé d'urbanistes et d'architectes. Mais le champ d'intervention des agences s'est largement développé au gré des sollicitations de nos partenaires et des problématiques territoriales. Et aujourd'hui, on travaille sur un champ beaucoup plus large. On travaille sur les questions sociales, les questions de santé, les questions d'environnement, d'alimentation et d'agriculture, toujours en lien bien entendu avec les problématiques de développement territorial. Et du coup, on se dote aussi de compétences thématiques spécifiques, spécialisées, des économistes, effectivement, des sociologues, des ingénieurs agronomes spécialistes des questions d'agriculture et de ressources. Et l'autre valeur ajoutée des agences, c'est aussi des fonctions ressources pointues, des équipes de statisticiens, de géomaticiens et de cartographes qui viennent enrichir notre offre de service. Donc on ne va pas faire le tour de chaque intervenant parce que c'est vraiment le modèle qui se développe au sein des régions, qui se développe, qu'on va retrouver à France Stratégie, à NCT, etc. C'est pour produire des études. De plus en plus, on a besoin de combiner des compétences complémentaires qui viennent de différents champs disciplinaires. Donc voilà, on fait bosser ensemble des économistes, des géographes, des géomaticiens, etc. etc. C'est vraiment le modèle dominant. Alors peut-être un mot de Sonia sur le monde universitaire. Justement, modèle dominant, pour tous ceux qui sont dans l'action, à l'université, peut-être il y a un point, Sonia, que tu voulais mentionner. Oui. Moi, je suis professeure d'économie à l'Université de Lyon 2 et pendant longtemps, je pense que les universités ont offert des formations très monodisciplinaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les universités s'ouvrent à des cursus pluridisciplinaires, beaucoup de licences bidisciplinaires, mais aussi des licences avec des majeurs et des mineurs s'ouvrent partout en France. Donc c'est une excellente nouvelle et les étudiants qui sont présents parmi nous ou les lycéens pourront profiter de ces ouvertures à d'autres disciplines. Après, ce que je voulais dire également, c'est que, évidemment, s'ouvrir à d'autres disciplines, ça nécessite également de bien connaître sa discipline, son cœur de métier. Donc avec les limites et les avantages de l'ouverture disciplinaire, donc c'est important de s'ouvrir à d'autres disciplines, mais c'est important également de bien connaître son cœur de discipline. Ouais, c'est peut-être, à retenir pour vous, c'est vraiment ça, quoi. Cultiver votre compétence un peu spécifique et savoir dialoguer avec d'autres qui ont des compétences complémentaires. Donc voilà pour ce premier aperçu. On va passer à une deuxième question, alors un peu fondamentale, c'est on produit tous des études, mais qui choisit le sujet ? Qui décide on va travailler sur tel sujet plutôt que tel autre, etc. Donc là aussi, petit tour d'horizon, c'est clair qu'il peut y avoir différents modèles. Ça peut être une commande politique, ça peut être basé sur des comités, ce qu'on peut appeler des comités d'orientation, ça peut être de l'autosaisie. Donc on va prendre un peu quelques exemples. Peut-être commencer par commande politique, Colline, si tu veux dire pour toi. Bonjour à tous, donc Colline Bouvard et moi je suis chef de projet emploi et territoire à France Stratégie. Qui est placé auprès du Premier ministre. Effectivement, on reçoit des commandes politiques à France Stratégie pour traiter des sujets. Ce n'est pas uniquement le seul biais par lequel on décide des sujets d'études. En fait, tous les ans, on élabore des programmes de travail qui sont issus de consultations de parties prenantes. Et ponctuellement, on a par exemple des ministres ou l'Assemblée nationale qui va nous commander une étude sur des sujets particuliers. Par exemple, l'année dernière, l'ancienne ministre de la Cohésion des Territoires, au vu de tout ce qui s'entendait, les discours sur les villes moyennes suite à la pandémie de Covid-19, un départ des grandes métropoles vers les villes moyennes, a demandé à France Stratégie de s'intéresser à ce sujet des villes moyennes. Et donc, nous avons réalisé une étude sur les trajectoires passées des villes moyennes et est-ce que la crise avait changé quelque chose sur l'attractivité de ces villes. Voilà, donc ça c'est un premier exemple, le politique qui saisit le producteur d'études pour dire dites-nous quelque chose là-dessus. Peut-être un deuxième modèle avec Caroline sur fonctionnement comité d'orientation.
Bonjour à tous et toutes. Donc, Caroline Granier, chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. La Fabrique de l'Industrie, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées qui, à la fois, organise des événements et produit des études autour du sujet de l'industrie. La Fabrique a été créée en 2011 à l'initiative des industriels dans une phase de déclin de l'industrie, dans le but, de redonner une image positive de l'industrie et d'apporter des points d'éclairage sur comment fait-on pour redynamiser le tissu industriel en France. La Fabrique est financée par des organisations professionnelles, patronales, venant de l'industrie. Pour le choix des sujets, on dispose de 2 institutions. D'un côté, le conseil d'administration qui va en gros définir la pertinence des sujets, nous dire sur quels sujets les industriels ont besoin d'informations. Et puis un conseil d'orientation qui va assurer, on va dire, la crédibilité des études que nous réalisons. Ce conseil d'orientation est constitué de syndicats, de journalistes, de chercheurs, de consultants, de représentants d'institutions aussi liées au gouvernement. Et donc, on soumet à chaque fois nos études à ce comité d'orientation qui nous fait des retours, des commentaires sur nos études. Et au sein de la Fabrique, je suis particulièrement en charge de la partie territoire, mais on travaille aussi sur innovation et transition écologique. Donc deuxième modèle qui est sans doute assez proche, mais vous pourrez en dire un petit mot si besoin, du modèle un peu agence aussi, où vous avez un peu des comités comme ça, ou peut-être, Émilie, si tu veux dire un mot. Alors en agence, on n'a pas de conseil d'orientation à l'image de la Fabrique que je connais bien, parce que j'y ai fait 6 ans avant de travailler donc, à l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours en tant qu'économiste. Non, nous, on est sur un modèle avec des politiques, des commandes politiques. On a aussi bien sûr des missions cœur en agence d'urbanisme. Une de nos missions, c'est d'étudier le territoire à 360 degrés. Donc, et quand on l'étudie à 360 degrés, on doit étudier des questions de démographie, de logement, d'économie, d'environnement, de mobilité, etc. Donc j'ai envie de dire que nos thématiques cœur nous invitent bien évidemment à aller creuser certains champs. Et puis après, il y a des problématiques spécifiques qu'il s'agit de traiter selon les années. Donc on se réunit aussi, nous on a un comité de programmation aussi en interne, et puis on appelle aussi les collaborateurs de l'agence à faire remonter des sujets en fonction des interactions qu'ils peuvent avoir avec des personnes de l'extérieur et nos partenaires, mais aussi en fonction de nos envies. Enfin aussi, à une part, nous, en agence, on essaye de ne pas se faire happer complètement par le problème de travail. On organise une sorte de mou qui nous permet aussi de nous faire plaisir sur une étude, toujours dans nos sujets, mais aussi d'être force de proposition. D'accord, ok. Donc mode partenarial quand même, un peu différent, voilà, avec... ok. Peut-être côté universitaire. Alors Sonia, là, je te retourne la perche aussi, parce qu'on peut se dire les universitaires, c'est les gens les plus libres au monde, qui peuvent totalement décider des sujets qu'ils traitent. Donc est-ce le cas ? Ce n'est plus toujours le cas, puisqu'aujourd'hui, bien évidemment, les universitaires ont parfois la liberté de choisir leur sujet de recherche, mais souvent ils sont contraints par la recherche de financement. Et alors nous répondons à des appels à projets européens, nationaux, notamment pour l'Agence nationale de la recherche. Nous répondons à des appels à projets de la région, des appels à projets de notre université. Donc ces appels à projets, ils sont pour certains d'entre eux, ils sont blancs ou génériques. Ça veut dire qu'on peut y répondre sur la thématique qui nous intéresse, mais pour certains d'entre eux, ils sont contraints. On nous offre un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous sommes enjoints de répondre. Alors, je peux donner un petit exemple. Récemment, au GAT, donc au GAT Lyon-Saint-Étienne, qui est mon laboratoire de rattachement, nous avons répondu à un appel à projet de l'Agence nationale de la recherche sur l'implication des citoyens dans la décision publique locale. Heureusement, on l'a obtenu, mais donc voilà, on va donc répondre en 3 ans à cet appel à projet, et on va essayer d'aider le décideur public local à améliorer la participation électorale. Et juste 2 petits mots sur les organismes de recherche et la commande publique. Certains organismes de recherche, pour beaucoup d'entre eux, ont une tradition de répondre à la commande publique. C'est le cas d'INRAE, par exemple,
qui répond à la commande publique. Nous, je me rappelle, au GAT, on avait répondu à un appel à projet sur l'artificialisation des sols, mais également au CNRS. Il y a une tradition de réponse à la commande publique via la mission pour l'expertise scientifique. Donc il s'agit de pas de produire de la connaissance, mais de mettre à disposition de la connaissance scientifique et de partager en fait la connaissance scientifique avec les partenaires publics. D'accord. Joseph, peut-être au niveau des régions, comment... Oui, donc Joseph Compera, conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, je suis chargé d'études dans un service études prospectives. Alors nous, on a de la liberté à une condition, c'est qu'on anticipe. C'est-à-dire qu'on doit avoir une appréhension de ce qui va nous tomber sur le nez 1 an ou 2 ans avant, et dans ces conditions-là, on est libre de travailler. Voilà, je vais vous donner juste un exemple. On a eu les schémas régionaux de développement économique, on avait travaillé depuis 2 ans, tu connais le sujet. Depuis 2 ans sur l'économie productive, l'économie de proximité. Et on avait travaillé absolument librement avec les collègues de l'INSEE, etc. Et on avait donc constitué des bases de données parce qu'on savait qu'il y a un truc qui allait tomber qui s'appelait le SRDEI. Et le jour où les collègues des directions de l'économie sont venus nous voir en nous disant ça serait quand même drôlement bien qu'on fasse un petit travail sur le SRDEI. Peut-être précise SRDEI. Pardon, ouais. Je vous prie de m'excuser. Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, qui sont en fait des programmes pluriannuels pris dans les régions, adoptés dans les régions, validés par les préfets, et qui définissent pour les 5 ans à venir les grandes orientations qu'une région va se donner en matière de développement économique, y compris d'ailleurs, on en reparlera je pense, en partenariat avec les intercommunalités. Voilà. Donc la liberté on l'a, à condition de savoir ce qui va arriver. D'accord. Ok. Merci pour tous ces éléments. Je pense qu'il y a quand même une question qu'on pourrait se poser. Alors je pense pas si quelqu'un veut prendre la part, une question qu'en tout cas que moi je me pose, parce qu'on est sur des modèles assez proches. Enfin voilà, ça couvre un peu. Bon. Dans quelle mesure aussi on n'est pas victime parfois dans les travaux qu'on mène d'effets de mode un peu quoi. Et en fait on travaille sur des trucs parce que c'est à la mode et puis la mode passe on passe d'une mode à l'autre, etc. Bon. Dans quelle mesure on n'est pas piégé nous aussi dans ce qu'on fait par ça? Est-ce que quel est le degré de conscience par rapport à ça? Comment y échapper? Peut-on y échapper? Voilà, je pose ça sur la table, on va dire. Si quelqu'un a envie de... Mais moi, ça me... je me pose la question. Même ce que tu disais, Colline, à la limite ville moyenne, bon voilà, ça y est, il y a eu la mode, il y a eu cette mode qui a émergé. Il y a eu la mode des métropoles avant, et puis boum, ça y est, ça y est, c'est renouveau rural, c'est les villes moyennes, on bosse dessus. Donc voilà. C'est sûr qu'il y a forcément des effets de mode parce qu'on a aussi un devoir de répondre à l'actualité et de contribuer au débat public. Et donc quand le débat public porte sur un sujet en particulier, on a forcément envie, nous aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice en essayant de prendre un peu de recul pour avoir une expertise complémentaire à ce qui peut se dire, par exemple, dans la presse. Après, à France Stratégie, il y a aussi tout un aspect évaluation de politique publique, où là, justement, on est aussi à rebours des effets de mode, parce que c'est inscrit dans la loi et on évalue les politiques publiques, quel que soit, en fait, le débat ou l'actualité actuelle. Ok, ouais. Peut-être une petite réaction. Puis alors, avant de vous passer la parole, Jean-Philippe Groutier, vous posez la question, vous pourrez enchaîner dessus, parce que la question d'après, c'était s'interroger un peu sur les différences entre production de données, production d'études, et l'INSEE a une place tout à fait particulière. Mais si vous voulez commencer par réagir là, ou prolonger un peu là. Oui, juste sur 2 phrases sur cet aspect effet de mode. Oui, il existe, c'est indéniable. Et oui, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que justement, je crois que l'un des rôles que peuvent avoir les différents acteurs chargés de produire de la connaissance, c'est justement de montrer qu'on est en train de causer d'un effet de mode et qu'on n'a pas un événement qui va marquer l'histoire de l'humanité pour 3 millénaires tous les matins en se levant à la radio. Donc éventuellement dire oui, on parle que de ça dans les journaux, mais c'est pas si important que ça. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Non, je partage. Peut-être juste se dire, je partage et c'est vrai que c'est important. Après, on a des problématiques parfois d'allocation du temps, d'une ressource rare. Donc quand on travaille à déconstruire,
on ne travaille pas forcément à construire autre chose, mais après on a ce rôle-là, mais voilà. Bon. Mais à poursuivre. Donc après, donc il y avait effectivement un rôle très, très particulier de l'INSEE là sur la production de données et sur la différence, voilà, production de données. Sur cet aspect-là, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses, la production de données et la production d'études. C'est pas la même chose. La production de données, il me semble, pour parler un peu en termes économiques, qu'au moins pour les grandes infrastructures, on est sur un bien public qui a vocation à être plutôt financé par de l'argent public et qui est assez naturellement monopolistique. On aurait du mal à imaginer qu'il y ait 4 organismes privés qui produisent chacun leur recensement et qu'ils le vendent. D'abord, je ne sais pas trop comment ils pourraient vendre leur recensement, enfin, comment on pourrait vendre ça. Et donc, c'est sur ces aspects de production de données, notamment de grandes données d'infrastructures couvrant l'ensemble du territoire national, ça me paraît, je ne sais pas parce que je plaide pour ma paroisse, difficile d'imaginer qu'on puisse faire ça autrement que dans un cadre public. Pour la petite histoire, je rappelle quand même que le recensement, par exemple, est fondamentalement une activité régalienne, puisque le recensement, historiquement, ça servait à 2 choses, déterminer combien on allait pouvoir imposer comme impôt à chaque village et combien on allait pouvoir lever de soldats le jour où on en aurait besoin. Donc ça, c'est une chose, et ça a vraiment, il me semble, vocation à être monopolistique. Enfin, monopolistique. Donc, monopolistique avec peut-être un enjeu open data derrière, tout de suite, immédiatement. J'y reviendrai tout de suite après. D'accord. Deuxième chose, la production d'études, elle, ne doit pas être monopolistique. Parce que sinon, le débat social, il est complètement biaisé. Donc il est très important, à l'inverse, que la production d'études, pour une étude, c'est répondre à une question, c'est pas balancer des données. Et répondre à une question, dans certains cas en mobilisant des données, dans d'autres cas en mobilisant des éléments plus qualitatifs. Mais ça, il est essentiel pour la démocratie que ça soit complètement ouvert et concurrentiel. Et pour que ça soit ouvert et concurrentiel, ça veut dire que les producteurs de données, c'est au premier rang, organisent l'accès aux données de l'ensemble des gens susceptibles de produire ces études. Donc, ce qu'on appelle de l'open data, etc. La grosse difficulté là, c'est que pour produire des données fiables, il est essentiel qu'on garantisse aux personnes, aux citoyens ou aux entreprises qui répondent à différentes sollicitations le respect du secret statistique. Et donc, on arrive à trouver des méthodes qui, à la fois, rendent les données accessibles à tous et respectent le secret statistique. Ce qui, dans certains cas, peut conduire à rendre difficile, voire impossible, un certain nombre d'études longitudinales. C'est vrai que si on rêve, l'idéal, ça serait quand même qu'on implante une puce dans l'oreille de chaque bébé à sa naissance, puis qu'on sache le suivre, on saurait faire du recensement en temps réel, tout ce qu'on veut, etc. Bon, en tant que citoyen, je ne suis pas sûr que ça me passionnerait ce genre de fonctionnement. Mais vraiment, 2 messages. 1, bien distinguer l'aspect production de données qui a vocation à être assez largement centralisé, de l'aspect production d'études qui, elle, au contraire, doit être complètement ouverte. Et 2, utiliser toutes les technologies qu'on a aujourd'hui pour garantir l'accessibilité aux données à tous les producteurs d'études possibles, tout en garantissant par rapport aux personnes interrogées ou aux entreprises interrogées un strict respect du secret statistique. Merci pour ces éléments peut-être et un point de vigilance pour tous ceux qui ont vocation à triturer de la donnée, c'est commencer à s'interroger sur la qualité de la donnée avant de lancer une étude, hein, parce que des fois on va beaucoup trop vite sur cette étape-là, alors que c'est un peu fondamental. Et maintenant, alors que moi je travaille à la région, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me propose
un jeu de données absolument fantastique, récupéré sur Internet via des logiciels d'intelligence artificielle qui vont vous permettre de tout connaître sur ce que vont faire demain les ménages, les entreprises et ceci et cela. Donc ça, c'est assez effrayant. Hein. Donc, je crois que peut-être un point que je peux rajouter, je vous ai dit qu'à l'INSEE, on a la double compétence statistique et économique. Dans les déroulements de carrière, on essaie aussi de faire en sorte que les gens fassent des allers-retours. Et sincèrement, ça aide beaucoup. On étudie, je pense, beaucoup mieux les données quand on a une petite idée de ce qui s'est passé dans l'arrière-cuisine. Alors sur cet aspect aussi, distinction données-études, il y a aussi des observatoires qui sont animés notamment par les agences. Donc peut-être aussi un point, voilà, derrière études, on peut mettre plein de choses, notamment ces observatoires. Donc peut-être Vincent, si... Effectivement, alors peut-être illustré par notre pratique au sein de l'agence, donc je coordonne effectivement un observatoire économique et on a, peut-être pour schématiser, deux grands types de sollicitations. Une mission finalement d'observation dans le temps long, récurrente, pérenne, de suivi finalement de la santé économique de nos entreprises et de notre territoire. Cela se traduit par de la veille sur les entreprises du territoire, sur la production d'une note de conjoncture du territoire. Vous allez me dire, c'est la énième note de conjoncture. Mais j'aime à penser qu'effectivement, il y a quand même une triple valeur ajoutée à cette note de conjoncture territorialisée. C'est d'une part, elle fait la synthèse des notes de conjoncture existantes, fournies d'ailleurs par nos partenaires, dont l'INSEE, dont la Banque de France, dont les chambres consulaires. Elle territorialise le plus possible les analyses, puisqu'effectivement, un certain nombre de notes de conjoncture sont aujourd'hui fournies à l'échelle régionale. Donc on essaye de territorialiser à l'échelle de l'aire métropolitaine cet aspect-là. Et la troisième valeur ajoutée qui me semble très importante, on n'a pas encore parlé d'information qualitative, c'est que chaque trimestre, en fait, on réunit nos partenaires. Donc, alors on en a une quarantaine au sein de l'Observatoire. C'est un groupe de partenaires vraiment spécifiques, et notamment nos experts de la donnée et de l'information économique, dont l'INSEE, dont la Banque de France, dont les consulaires, dont les collectivités territoriales aussi, bien sûr, et qui viennent contribuer et co-construire avec nous, finalement, cette note de conjoncture. Donc voilà, ça c'est un premier aspect. Vous évoquiez aussi la question, c'est aussi le suivi de l'impact des politiques publiques, des politiques de développement économique conduites sur le territoire, à travers effectivement la réalisation de tableaux de bord. Et pour vous donner un exemple, on travaille actuellement avec l'Office du tourisme et la métropole de Lyon sur la construction d'un tableau de bord de suivi du nouveau schéma de développement du tourisme responsable de la métropole. Voilà un exemple. Et le deuxième type de sollicitation qu'on a, c'est des sollicitations beaucoup plus ponctuelles, effectivement, des problématiques, des sollicitations, comme le disait Émilie, qui nous arrivent de nos partenaires, de nos politiques. Voilà, sur un sujet précis à un instant T, sur un éclairage, sur un secteur d'activité émergent dans le territoire, ou bien un secteur historiquement ancré dans le territoire, ou bien sur une problématique. Là, dernièrement, notre élue référente, Emeline Baume, donc vice-présidente au développement économique de la métropole, qui a ouvert ses GECO, nous a sollicité pour un éclairage sur le phénomène du micro-entrepreneuriat, qui cache des réalités très très différentes, on le sait, pour essayer de décrypter un petit peu ce phénomène. Et pour ce faire, pour finir, on va utiliser effectivement de la matière quantitative, donc les notes de l'INSEE sur l'enquête ciné sur les créateurs d'entreprises, les données de l'URSSAF sur les travailleurs indépendants, et on va monter aussi des groupes focus. D'ailleurs, on s'appuie sur les compétences aussi d'un collègue sociologue pour cela, sur des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et avec des micro-entrepreneurs pour essayer effectivement de décrypter ce phénomène-là. Si je peux me permettre, parce que là on a une question qui me semble tout à fait en lien avec ce que l'on est en train d'aborder. Dans la production des données, donc on a vu que les données pouvaient être produites donc par un monopole, en l'occurrence ici l'INSEE, mais les données sont aussi collectées et produites par différentes administrations, les données fiscales, les données d'emploi, etc. Et donc la question qui est posée ici, est-ce qu'on ne doit pas craindre ça? C'est-à-dire que derrière la collecte des données et la production des données, il y a, dit-on dans la question, en fait un choix de normes. Et du coup, est-ce qu'on doit craindre ça? C'est-à-dire on a à la fois
l'idée que l'on va pouvoir faire confiance à des données qui sont produites avec toutes les précautions qui sont prises dans la production des données telles qu'elles sont collectées, mais cette idée d'un monopole ou de données qui seraient plus fiables mais qui sont produites institutionnellement, en fait, est-ce qu'on ne devrait pas craindre ça ? Voilà. Et je mettrais ça plutôt en parallèle avec l'exemple qu'a donné Olivier aussi sur le fait que aujourd'hui on peut nous proposer des modèles qui ont aussi collecté des données et qui vont nous proposer de pouvoir faire des choix beaucoup plus facilement. Je pense à où est-ce qu'il faut se loger, où est-ce qu'il faut implanter son commerce, parce qu'on va nous donner, en plus de données assez faciles, la fréquentation des rues si on veut implanter un commerce, etc. Donc voilà, il y a bien cette ambivalence entre les deux modèles, mais si quelqu'un veut rebondir ici sur l'aspect des normes qui sont en amont. Peut-être il y a plusieurs sujets, peut-être derrière la question il y avait le sujet des libertés individuelles aussi, de comment c'est sécurisé ou pas. Je ne sais pas s'il y a ça, peut-être côté INSEE vous pourrez répondre. Je pense que c'est en amont, c'est plutôt la question de la norme. Alors après, il y a c'est derrière, vraiment quelles données on collecte, c'est ça, quelle information précise? Quand c'est un monopole, on va quand même donner un certain nombre de protocoles. On va dire il y a des données. Je pense aux données fiscales, je pense aux données d'emploi, aux données de santé, et toutes ces données-là. Ensuite, on sait qu'elles sont collectées dans tout le bon sens du terme, qu'elles sont traitées dans tout le bon sens du terme, mais finalement, pourquoi celle-ci, pourquoi ce protocole-là, pourquoi est-ce qu'on fait des enquêtes qui se répètent, pourquoi on fait du one-shot, pourquoi, etc. Il y a tout un ensemble de choses qui me semblent derrière ça. Je trouve intéressante la question. Oui. Je peux me permettre, en tant que gros producteur de données, si je puis dire. Derrière cette question, j'ai envie de la segmenter en plusieurs points. Il y a une première question qui tient aux nomenclatures. Oui, j'ai souvent coutume de dire qu'un statisticien, c'est un être frustré, borné. La seule chose qu'il sait faire, c'est qu'il définit des boîtes. Il a des petites boîtes, il définit ce qu'il va mettre dans chaque boîte, puis il prend chaque objet, il se dit celui-là, je le mets dans telle boîte. Puis après, il compte combien il en a mis dans chaque boîte. Vous voyez que ça paraît très scientifique, sauf qu'il faut... derrière ça, il y a un choix sur la nomenclature. Ces nomenclatures, de plus en plus souvent, sont établies au niveau européen, au moins pour les données, les nomenclatures économiques. Pour les nomenclatures sociales, c'est beaucoup plus dur. Parce que ce qu'on cherche, et je peux vous dire, pour avoir travaillé longuement dans un de mes postes précédents sur les refontes des nomenclatures économiques, ça ne se fait pas n'importe comment, ça se fait avec les acteurs de terrain, avec les syndicats professionnels, sur les nomenclatures sociales, avec des sociologues. Parce qu'en fait, il faut que cette nomenclature traduise la manière dont la société se vit elle-même. En gros, j'ai souvenir, pour vous prendre un exemple étonnant, à un moment, on s'était posé la question de savoir où est-ce qu'on mettait les fabricants de tonneaux et les fabricants de cercueils. Et on les a mis ensemble dans les fabricants d'objets en bois divers. Donc il faut savoir que derrière ça, on a ces deux choses-là. Bon. Donc il y a une vraie question, et ce choix, il doit être transparent. Il y a toujours des cas limites inclus, des cas limites exclus. Et là, c'est au travers de la transparence de la documentation. Quand on parlait d'open data, ce n'est pas que de donner l'accès aux chiffres, c'est de dire voilà comment il a été fabriqué. Alors il y a d'autres demandes de réaction, donc Joseph et puis Colline. Oui, je vais très rapidement, ça va être très court. Il y a le problème de la norme de la donnée, mais il y a aussi le problème de ceux qui l'interprètent, qui vont faire dire quelque chose à une donnée normée dont on sait ce qu'elle peut dire et ne pas dire. Je donne juste un exemple. Quand on travaille l'économie de proximité, on va compter le nombre d'entreprises ou le nombre d'emplois de proximité dans un territoire donné, et on va toujours le ramener au recensement RGP. Chiffre très robuste. Sauf que l'activité d'une boulangerie n'est pas corrélée à la quantité de personnes administrativement présentes et recensées. Il y a les touristes qui sont en plus, il y a les navetteurs qui peuvent passer leur journée ailleurs qui sont en moins, et la réalité, c'est qu'on se retrouve avec des écarts. Donc le problème n'est pas la donnée normée, le problème est l'interprétation qu'on va en donner à ce moment-là. Et à mon sens, bien souvent, l'erreur est beaucoup plus sur ce sujet-là que sur le sujet de la normalisation des données qui est complètement transparent. D'accord. Colline, ouais. Oui, là-dessus, je pense que en fait, c'est charge aux producteurs d'études, justement, de savoir aussi interpréter la norme, la discuter s'il y a lieu,
et d'interpréter les données ensuite suite au traitement statistique. Mais la norme, elle est selon moi importante, même au sujet territorial qui nous intéresse tous autour de la table. Mais pour pouvoir comparer des territoires entre eux, on a aussi besoin de normes sur les données et pour pouvoir les exploiter correctement. Ok, merci. On va passer à une autre question. J'ai passé la parole à Émilie Bourdu. Alors sur un autre sujet quand même. Alors pour préparer la table ronde, on avait envoyé un petit questionnaire à l'ensemble des participants là, avec voilà les questions et quelles étaient les questions sur lesquelles ils se sentaient le plus à même de répondre, qui les intéressaient. Et il y a une question où personne ne s'est positionné. La question c'est quelle place pour l'expertise citoyenne ? Alors je pense qu'on est tous convaincus que c'est super important, mais quand il s'agit de dire est-ce que tu es prêt à prendre la parole pour nous parler de ça, là il n'y avait plus personne, mais après échange quand même. Émilie Bourdu a dit si. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Non, pas du tout, parce qu'il fallait se positionner de 1 à 3, et j'ai dû mettre 2. Mais personne n'a mis 1, donc je n'ai pas mis 1, mais j'ai mis 2. Je devais être la seule à avoir mis 2 du coup. Presque la seule. Non mais, alors, l'expertise citoyenne. Dans les missions des agences, il y a ce qu'on appelle les documents d'urbanisme, l'élaboration de politiques publiques sectorielles, l'élaboration de projets de territoire et la construction de projets urbains. Voilà, on intervient sur l'espace public, sur des avenues, sur des grandes plaques urbaines. Pour ces exercices-là, j'ai envie de dire que c'est de plus en plus naturel d'aller chercher quand même de l'expertise citoyenne ou de l'expertise d'usage, de l'expertise d'usager. Voilà. Dans les documents d'urbanisme, typiquement un plan local d'urbanisme, qui vont devenir qui sont intercommunaux maintenant, voilà, il y a des démarches de concertation avec les citoyens qui sont obligatoires. Sauf que la concertation, ça peut aller de l'information descendante à des dispositifs beaucoup plus complexes mais intéressants pour aller chercher cette expertise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai répondu 2, parce que dans nos missions à nous, de façon très naturelle, on va vers le citoyen lorsqu'on est sur ce type d'exercice, renouvellement urbain, voilà, tout ce que je viens de dire. Après, dans nos études et dans nos analyses, c'est vrai qu'on le fait moins, en fait, d'aller chercher l'expertise citoyenne, c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher de la donnée sur comment se comportent les gens, où vont les gens, qu'est-ce qu'ils utilisent comme mode de transport pour aller travailler, etc. Donc on a de la donnée sur des comportements, mais en fait, aller chercher vraiment le citoyen ou des collectifs de citoyens pour avoir leur point de vue et pour enrichir nos analyses, on le fait très peu. Mais si j'ai mis 2, c'est parce que nous, on a tenté de le faire quand même il y a 2 ans pendant la pandémie sur une étude, donc sur la première période de confinement où on s'est dit, bah mince, en tant qu'agence d'urbanisme, nous, à quoi on sert en fait pendant une pandémie, une période de confinement? On s'est senti un peu, on savait plus trop quoi faire. Et on s'est dit, bah tiens, on va monter tout un dispositif d'écoute territoriale. Dès qu'on est déconfiné, on va à la rencontre des citoyens, des habitants, des acteurs socio-économiques, des politiques, pour savoir comment ils ont vécu ce confinement, mais aussi pour savoir quelle est leur analyse du champ des possibles, enfin des opportunités qui pourraient être ouvertes suite à cette période de confinement et cette période de pandémie, aux risques. Voilà, on leur a demandé vraiment, voilà, au-delà de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils en pensent. Et à partir de là, on a mis tout dans un shaker et puis on en a tiré des enseignements et on a fait des préconisations d'action publique. Et donc on est allé vraiment voir des familles et des habitants à cette occasion. Et je pense vraiment que ça, c'est un enjeu pour tous dans nos analyses territorialisées. Nous devons le faire, aller chercher cette expertise citoyenne au travers des citoyens ou des collectifs de citoyens qui sont de plus en plus structurés aussi sur les territoires. Avec sans doute un sujet sur comment aller chercher les citoyens, qui va-t-on chercher? Qui essaie-t-on d'aller chercher? Mais souvent on retrouve les mêmes personnes. Enfin, il y a ce gros sujet qui concerne toute démarche un peu participative, on va dire. Et là où on est un peu désarmé, parfois ce serait un sujet pour le futur assez fondamental. Vous vouliez réagir aussi à cette question et Olivier aussi après? Ouais. 2 choses. Moi, si j'avais pas... dans le petit questionnaire, c'est que le terme expertise citoyenne, il y a 2 mots. Le deuxième me plaît bien, le premier m'embêtait un peu. D'accord. Au sens où je crois que je vais peut-être être un peu provocateur, mais il faut sortir du thème. Enfin, j'ai souvenir d'un débat sur une chaîne que je ne nommerai pas, sur comment relancer l'économie française. On mettait sur le même plan les réactions de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, et celle d'un des multiples et innombrables porte-parole des Gilets jaunes.
faut être un petit peu sérieux. L'expertise, elle existe dans un cas, pas dans l'autre. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est, je vais emprunter une formule à Jean Duport, du temps où il était vice-président du Conseil national de l'information statistique, disant « une opinion fausse et une vérité vraie ». Et je crois ce qui est essentiel, c'est pas d'aller chercher l'expertise au sens connaissance fine, mais c'est de se dire je vais chercher la manière dont nos concitoyens vivent ou abordent ou considèrent tel ou tel élément, parce que ça c'est un élément, même si c'est faux, que ça soit juste ou faux, c'est pas important. En revanche, intégrer ça dans nos analyses et encore plus dans l'action publique est un élément essentiel. Et donc c'est en ce sens-là, le terme expertise me gêne un peu. En revanche, dans cette optique-là, qu'est-ce que pensent, comment vivent les gens et comment ça nous interpelle? Je pense pour nous, INSEE, il y a tout le débat aujourd'hui sur l'inflation. Comment est-ce qu'on répond? Parce que c'est une vérité. Les gens pensent que les prix augmentent 3 ou 4 ou 10 fois plus que ce qu'on dit. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Ok. Olivier, tu voulais... Oui, c'est juste une illustration. Alors, mon titre, je travaille chez PwC, mais surtout j'ai été le premier délégué au territoire d'industrie et c'est à ce titre-là que je témoigne. Et effectivement, la question qui est posée, on n'a pas répondu. Et moi, je considère que c'était sur territoire d'industrie une des carences qu'on avait, c'est-à-dire qu'on a consulté le milieu économique, le milieu politique, on n'a pas consulté le milieu syndical et on n'a pas consulté les habitants. Et aujourd'hui, avec 3 ou 4 ans de recul, si on se dit quels sont les freins ou quels sont les sujets sur lesquels on pourrait travailler pour réindustrialiser plus les territoires, il y a du foncier, du financement, de la formation aux compétences, l'attractivité des métiers et le 5e, c'est l'acceptabilité du fait industriel. Et ça, on aurait très bien pu le mettre dans le programme, on l'a raté. Donc je partage tout à fait, c'est pas de l'expertise, c'est pas de la donnée brute, c'est de la sensation, de la perception sur laquelle il est extrêmement important de travailler pour mettre en place toute une série de politiques, dont celle dont j'ai eu la charge il y a quelques années, en lien avec ce qui vient d'être dit. D'accord. Ouais, Sonia, tu voulais... Je voudrais juste rajouter qu'il y a de vrais enjeux démocratiques derrière ce mot expertise citoyenne. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Je pense qu'il y a un développement aujourd'hui d'initiatives, de processus de démocratie participative dans les villes où on confie par exemple un budget à un ensemble de citoyens, un budget participatif où on va leur demander de s'exprimer sur la réalisation de différents projets d'investissement. C'est un développement important dans les villes et je pense que c'est une excellente chose. Un citoyen qui participe à la décision publique, c'est un citoyen qui s'informe, c'est un citoyen qui est informé, éclairé et qui participe à la vie collective. Donc je pense que c'est une excellente chose et qu'il ne faut pas en avoir peur. Ok, ouais, merci pour ça. Et je pense qu'il y a, oui, enfin, sans doute, voilà, on ne peut pas prolonger sur chaque thème, mais sans doute il y a des éléments qui peuvent faire débat. Enfin, moi, je ne suis que partiellement d'accord avec l'idée. Je pense qu'il y a quand même aussi une vraie expertise citoyenne. Donc ça peut être de l'expertise d'usage, mais même, enfin, il me semble, quoi, et qu'il faut faire attention à nous, producteurs d'études, à pas être sur trop des visions descendantes. On a l'expertise, donc on sait mieux que. Enfin voilà, bon, mais c'est pas simple. Hein. En tout cas, c'est des vrais sujets. Hein. C'est des vrais sujets. Alors, bah, justement, enfin, on va passer à la deuxième partie, en fait, enfin, sur de cette table ronde, enfin, le plat principal, on va dire, là, c'est, bon, voilà, on produit de la connaissance, est-ce que c'est mobilisé pour l'action? Comment, par qui? Et donc là, comme on a des producteurs d'études de différents niveaux géographiques aussi, hein, à l'échelle nationale, régionale, locale, c'est un peu que chacun prenne un peu de temps pour nous dire des choses par rapport à ça. On va commencer par l'échelle plutôt nationale, donc peut-être Emmanuel Auvray pour la NCT, ensuite Colline Bouvard pour France Stratégie, peut-être Jean-Philippe Groutier aussi sur l'INSEE, alors c'est du national régional, voilà, commencez par témoigner. Bonjour, donc je précise anciennement Agence nationale de la cohésion des territoires, l'Observatoire des territoires. Donc je vais faire extrêmement simple, donc c'est une agence qui est nationale, comme son nom le précise,
Et justement, pour la production d'études et les différents types d'études, que ce soit des commandes qui venaient d'en haut, des commandes par exemple politiques ou autres, ou des études, on va dire, plus statistiques, plus traditionnelles, du fait tout simplement du caractère national, si c'est une diffusion grand public comme les études, il y a aussi un besoin de représentativité de chacun des territoires. À l'inverse, lorsqu'on fait plutôt pour des commandes politiques ou des programmes, parce qu'au sein de l'agence, il y a aussi des programmes type territoire d'industrie, action cœur de ville, petite ville de demain, où l'objectif de ces programmes est d'apporter une connaissance spécifique sur certains territoires, et donc là, il n'y a pas un besoin de représenter l'ensemble des territoires et d'avoir des données sur chacun des types de territoires. Ça, c'est quelque chose de relativement important et qui rejoint aussi la question tout à l'heure sur les effets de mode. Il y a aussi un petit peu quand on a des nouvelles problématiques et en fonction de l'anticipation, ce qui a été dit tout à l'heure, des problématiques qui vont arriver, est-ce que tout simplement, quand il y a un effet de mode sur le télétravail, sur l'exode urbain, pardon, justement, est-ce que tout simplement on a la donnée pour mesurer ce phénomène-là, puisque évidemment le thermomètre, on a toujours besoin du thermomètre quand on est malade, mais on n'y pense pas forcément avant. Donc il y a ces deux problématiques-là, et tout simplement cette notion de représentativité de chacun des territoires. Un exemple tout simple, il y a certains types de données qui sont plus difficiles à récolter, que ce soit sur la vacance commerciale, sur la vacance des logements, et justement c'est l'occasion aussi des fois de faire des partenariats avec d'autres acteurs qui ont sur des territoires spécifiques ces données-là, mais des données qu'on n'a pas au niveau national. Voilà pour faire très simple, et puis comme ça. Ouais, toujours sur l'aspect national. Donc, déjà, France Stratégie, ça reste une institution assez spécifique au sein de l'administration publique française, parce que c'est une institution autonome placée auprès de la Première ministre. Et de ce fait, on a un rôle aussi assez spécifique vis-à-vis de l'action publique. On a un rôle d'ensemblier, en fait, par exemple, avec tous les acteurs réunis autour de la table. Et on essaye de changer la focale, et on a vocation à parler avec tout le monde, à écouter un peu tout le monde pour éclairer à la fois le rôle de l'État, mais aussi le rôle des acteurs de terrain, des autres institutions publiques. Et donc nos connaissances, en fait, elles ne sont pas directement mobilisées politiquement. On a plus un rôle de sensibilisation que de prescription d'action publique. Nos analyses doivent servir à la fois éclairer les acteurs publics qui vont faire des choix politiques, et aussi à contribuer au débat public, et donc à la société civile, aux citoyens, au monde de l'entreprise, etc. Donc on n'a pas de lien immédiat entre nos études et l'action publique qui est ensuite décidée, parce que voilà, ce n'est pas nous qui faisons les choix politiques. Nous, on fait des propositions qui ensuite vont être reprises ou non, mais qui vont amener à réfléchir les acteurs publics, et qui vont amener aussi, c'est ce qu'on essaye de faire, à se faire communiquer les acteurs publics entre eux, à lancer du dialogue en fait entre les différents décideurs publics. Et quand même, est-ce que parfois, alors l'un ou l'autre, hein, vous vous êtes dit dans telle décision de politique publique, c'est bien, ils ont entendu le message, ou à l'inverse, ah mince, purée, ils ont pas tenu compte du message qu'on a essayé de porter à travers une étude ou quoi. Par exemple, sur l'étude sur les villes moyennes dont je vous parlais tout à l'heure, donc on a fait des recommandations sur le second volet de l'étude, notamment sur le rôle et la place des villes moyennes dans l'aménagement du territoire. Et en fait, c'était assez intéressant, parce qu'après, on a eu des échanges avec la Banque des territoires sur la refonte du programme d'Action Cœur de Ville, peut-être que... Et justement, comment notre étude pouvait nourrir leur réflexion pour le deuxième volet de ce dispositif public. Donc, ils ne vont pas tout retenir, mais ça permet d'instaurer cet échange-là et de voir comment ça se transmet, en fait, à l'action publique.
Oui, et puis il y a un deuxième petit point qui des fois peut arriver quand il y a des commandes politiques. C'est aussi, est-ce que la demande est pour confirmer une intuition ou vraiment pour défricher un peu une connaissance qu'ils n'ont pas forcément. Et cela peut poser un petit peu problème lorsque le résultat, un petit peu, les informations qu'on donne ne sont pas forcément conformes à l'impression qu'il y a, sans préciser l'information de terrain, qui est encore autre chose, mais une information au niveau national. Et un deuxième petit point, alors là c'est plutôt dans le sens négatif, donc ça complète. Malheureusement, des fois aussi dans l'utilisation politique, pas au sens péjoratif des résultats qu'il peut y avoir, il y a justement des problématiques politiques. Par exemple, si on fait des recommandations, par exemple pour cibler tel ou tel territoire, il y a tout simplement des problématiques de type encore une fois, alors je reviens un petit peu sur la marotte, de la représentativité territoriale. Ça peut être compliqué de faire une politique nationale et par exemple de ne pas cibler, on peut dire, des villes, des intercommunalités ou autres, mais qui ne sont pas, où il n'y a pas certains représentants dans chacune des régions. Donc des fois, il peut y avoir ces problématiques-là et des petites contraintes qui après, lorsqu'on regarde au niveau national, on se dit pourquoi tel territoire et pas l'autre. Et tout simplement, il fallait un petit peu aussi répartir les petits un peu partout. Et encore une fois, c'est pas au sens, c'est pas péjoratif ou c'est pas une critique, c'est juste une réalité. Et chacun en est content aussi un petit peu dans chacun des territoires. D'accord, merci. Peut-être on va de l'autre côté du spectre en termes d'action, c'est-à-dire se rapprocher de l'échelle la plus locale avec les agences. Donc Vincent, Émilie, sur je sais pas qui. Allez. Et puis tu complèteras. Tu complètes. Nous, les agences, en fait, on est quand même au cœur de la fabrique des territoires et de la politique publique. Donc, c'est dans notre ADN. Hein. On fait de l'ingénierie territoriale. Donc, on est là en accompagnement des acteurs locaux dans cette fabrication, dans cette élaboration des projets de territoire, des politiques publiques, transformation des espaces, etc. Donc, de fait, la connaissance qu'on produit ou la connaissance qu'on prend en compte, en fait, enfin, voilà, toutes ces études nationales, la fabrique de France Stratégie, etc., nous, chargés d'études, elles nous aussi, on infuse, quoi, elles nous alimentent. Voilà, nos connaissances, elles atterrissent, j'ai envie de dire, dans l'ensemble de ces politiques publiques et de ces projets de territoire. Donc, par exemple, là, récemment, on a fait une étude sur la logistique, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait, c'est à l'image de ce que vous avez dit en région, qu'on avait des exercices qui allaient arriver, notamment des schémas de cohérence territoriaux qui allaient rendre obligatoire des documents d'aménagement artisanal, commercial, logistique. Voilà, on s'est dit, mince, ce champ-là de connaissances sur la logistique, au niveau du territoire, on ne l'a pas. Donc là, on a vraiment produit de la connaissance, une étude, mais en fait, très rapidement, ça atterrit dans tous nos exercices en cours. Donc ce document dont je viens de parler, le plan local d'urbanisme de la métropole qui est en cours de fabrication, etc. Donc nous, voilà, on va au contact des élus et ça nécessite dans les compétences, je reviens à la toute première question, dans les compétences qu'on a, ça nécessite des compétences d'animation. Alors nous, on passe notre temps et des fois, ça nous épuise, mais aussi à monter des dispositifs d'animation pour travailler avec les élus, pour justement fabriquer et construire ces projets politiques et ces politiques publiques. Donc compétences d'animation et de fortes compétences de médiation. On est aussi des structures de médiation territoriale. On est là pour faire en sorte que des élus de gauche, de droite ou sans étiquette se parlent, voilà, malgré des représentations du monde parfois qui sont très clivantes. Mais on se doit, voilà, de les amener à fabriquer ces politiques. Et voilà, je trouve que c'est important de le dire par rapport aux étudiants qui nous écoutent. Ça nous prend voilà, beaucoup de temps, mais en même temps, ça nous permet vraiment de faire atterrir cette connaissance dans l'action publique. Même si après, ce qui peut être frustrant en agence, c'est qu'après, nous ne portons pas l'action. Nous aidons à faire accoucher de potentielles actions et de potentiels projets. Et après, ça peut être parfois déceptif. Non, je rejoins ce que tu as dit, Émilie. Effectivement, on est des fabriques du dialogue territorial, des lieux d'échange, des tiers de confiance. Notre présidente et notre directeur aiment ce terme. Et donc, effectivement, alors peut-être pour élargir aussi cette question du dialogue territorial et pour l'illustrer à travers le partenariat
de l'Observatoire, on est aussi des fabricants du dialogue territorial entre acteurs, pas qu'entre politiques, mais aussi entre acteurs. Et j'évoquais le partenariat de l'Observatoire, on a 40 partenaires autour de nous, qu'on peut regrouper en 5 grands types d'acteurs. On a des territoires, effectivement, donc des EPCI, des départements, l'État déconcentré, etc. On a des acteurs représentants du monde économique, avec effectivement des consulaires, le MEDEF, la CPME, le Centre des jeunes dirigeants. On a des acteurs représentants du monde de l'emploi et de l'insertion, avec Pôle emploi, la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, la DETS pour l'État, la CRES, représentants de l'économie sociale, etc. On va avoir des représentants des acteurs du développement économique local un peu spécialisés, comme l'Agence de développement économique, la DERLI, l'Office du tourisme, on a l'université aussi dans nos représentants. Et puis, on a ces experts, effectivement, spécialistes de la donnée et de l'information économique, tels que l'INSEE, la Banque de France, l'URSSAF, etc. Et donc c'est vrai qu'une des vocations aussi des agences, c'est aussi cette mise en dialogue de ces acteurs et cette mise en dialogue entre acteurs producteurs de l'information et entre acteurs utilisateurs, pour effectivement aussi des diagnostics partagés derrière et une mise en action plurielle qui peut l'être par des collectivités territoriales, mais aussi par des consulaires, par différents types d'acteurs. Merci, ouais, on voit bien, et je pense que c'est un peu sous les radars, en fait. Je pense que dans la sphère publique, on connaît un peu ce qui peut se passer au niveau du gouvernement, peut-être, puis on entend parler de ce qui sort de France Stratégie, etc. Tout ce qui s'invente à des échelles locales, et il se produit beaucoup de choses, et il s'invente plein de choses. Enfin, je trouve que c'est aussi intéressant que chacun ait conscience de ça, quoi. Il se passe plein de choses, et peut-être qu'il faudrait les rendre plus visibles. Alors, autre échelle, on remonte un peu, on est dans une espèce d'échelle intermédiaire avec que se passe-t-il au niveau des régions? Et qu'est-ce qui se passe quand on monte au niveau des régions? On tombe sur une région de 116 intercos, dont 5 sont couverts par une agence d'urbanisme. C'est-à-dire que ce qu'on vient de s'expliquer là, c'est-à-dire toute l'articulation socio-pro, élus, etc., formidable quand il y a une agence. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'agence? Voilà. Et ça, c'est mon problème à moi, voilà, en tant que région. Donc, je mets un peu de piment dans la discussion parce que, très honnêtement, hein, la question d'Olivier, c'est, bon, vous êtes content, vous produisez de la connaissance, vous avez l'impression que ça retombe sur le terrain. Je suis beaucoup plus pessimiste. Voilà. Ça veut dire aussi que ça oriente notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on va avoir des façons de travailler qui sont très différentes, mais il y a une vraie question de fond, qui est presque une question de démocratie, hein. C'est qu'il y a des endroits où la connaissance impacte, et il y a des endroits où la connaissance n'impacte pas. C'est quand même une question fondamentale. À la fois pour se dire on va faire des politiques publiques efficaces, parce que c'est un problème là où ça n'impacte pas, mais c'est aussi des problèmes d'égalité territoriale. Il y a des endroits où on a toute l'ingénierie qu'il faut pour comprendre, pour infuser, pour descendre, voire pour remonter quand on a des appels à projets type territoire d'industrie. Tout ça, ça marche. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas? Question fondamentale. Et ça, c'est la question d'une région. C'est-à-dire que certes, super, bosser avec des agences d'urbain, voilà, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait sur les autres territoires? Et d'ailleurs, ça rejoint, pardon, hein, je fais un petit peu la boucle, ça rejoint une question qui a été posée, PAT, Interco, SCOT, PLUI, etc. Enfin, profusion de périmètres de travail. Il y a quand même une vraie question derrière, c'est à qui on parle, comment on parle, et dans quelle mesure et dans quel délai ça produit quelque chose. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train de mettre en place le ZAN, le zéro artificialisation nette, mesure formidable, comprise dans certains endroits parce qu'on a les relais pour l'expliquer. Et peut-être même d'ailleurs comprise depuis plusieurs années. Mais par contre, on part de zéro dans d'autres endroits. Non mais de zéro, mais vraiment. Hein. Et donc là, il y a un écart qui est en train de se faire. On parle beaucoup de fracture territoriale. Là, on est au cœur d'un sujet de fracture territoriale qui est celui de l'ingénierie dans les territoires qui ne disposent pas d'une ingénierie locale. Question mais vraiment fondamentale. Et que, enfin moi aussi je peux témoigner à l'échelle régionale, hein, qu'on a vocation à combler au moins en partie, effectivement. Enfin moi je vois, c'est pareil, région Nouvelle-Aquitaine, hein, il y a 2 agences, une sur Bordeaux et l'autre sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc ça couvre qu'une petite partie de la région, c'est clair. Donc il y a des enjeux énormes, comme tu l'as dit, hein, de comment on peut aider à. Donc nous, je sais, enfin la région apporte beaucoup de moyens d'ingénierie aussi aux territoires qui en ont le moins. Parce que ça montre aussi l'importance, hein, de la production de connaissances. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour agir, quand même, c'est pas mal de se connaître un peu. Ouais. Pour réagir effectivement juste par rapport à ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a une 50aine d'agences d'urbanisme en France. Il y a
il y a quelques trous dans la raquette, mais il y a un bon maillage effectivement territorial. Et juste pour dire aujourd'hui que nos terrains de jeu en tant qu'agence d'Urba, elles dépassent aussi clairement les périmètres des métropoles. Aujourd'hui, on travaille vraiment à l'échelle des aires métropolitaines. On travaille de plus en plus en réseau entre agences à des échelles régionales. Donc voilà, il reste effectivement dans la région Bourgogne-Franche-Comté notamment, mais il y a quand même une couverture territoriale assez large aujourd'hui. Peut-être pour compléter le tableau, alors côté université, peut-être avec 2 témoignages sur voilà, la production de connaissances par les universités. Est-ce qu'elle est mobilisée pour l'action? Est-ce que voilà, donc Sonia, quel est ton sentiment? Puis je passerai la parole ensuite à Caroline, parce que à travers ce que vous faites, Fabrique, vous avez un rôle d'intermédiation, justement, peut-être témoigner aussi de ça. Alors nous, en tant qu'universitaires, on est mobilisés parfois directement par la commande publique. Soit à travers nos travaux, effectivement, on va essayer de produire de la connaissance scientifique de manière indépendante et qui permet de répondre à des questions territoriales grâce à l'usage des données mises à disposition par l'INSEE, mais aussi, je voudrais louer le travail réalisé par l'OFGL, qui nous permet, l'Observatoire des finances et gestion locale, qui nous permet d'avoir accès à des séries longues, donc à des données qui sont vraiment disponibles dans le temps et qui sont de très bonne qualité. Alors souvent en sciences sociales, on a une double approche. On a une approche positive, donc on décrit ce qui est, et on peut avoir une approche normative, on décrit ce qui devrait être. Et on a souvent en économie souvent une partie consacrée aux implications de politique publique de nos travaux. Et je voudrais juste donner un exemple des travaux qu'on est en train de mener au GAT actuellement. J'ai une doctorante, Carla Morvan, qui est en train de travailler sur l'impact des catastrophes naturelles sur les budgets des collectivités locales. Et elle montre, grâce à une base de données qui s'appelle Gaspard et qui recense 20 années de catastrophes naturelles à l'échelle municipale, elle montre que eh bien, les catastrophes naturelles ont un impact très persistant sur les budgets des communes. Elles subissent les chocs naturels donc après 8 ans, voire parfois une dizaine d'années. Elles sont obligées de faire face à des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement plus importantes. Et ce qu'elle montre également, c'est que en fait, les collectivités locales qui ont mis en place un plan de prévention contre les risques naturels, eh bien, ont moins de difficultés à faire face à ces chocs climatiques ou à ces catastrophes naturelles. Et elle est là, en fait, notre action. En fait. Nous, on se contente de dire, voilà, il se trouve que lorsque une collectivité locale met en place ce type de plan de prévention, eh bien, elle va pouvoir être mieux armée face aux catastrophes naturelles. Mais nous, notre rôle s'arrête là. Après, ce sont les acteurs publics qui doivent s'emparer ou pas de nos recommandations. Oui, du côté de la fabrique, donc je vous ai dit, on produit et diffuse des études. En fait, soit on réalise les études en interne, soit en externe. Quand on réalise des études en interne, je pense que je pioche à peu près dans toutes les études qui sont faites autour de cette table. Dans le cas de la fabrique, en fait, on s'est posé la question qui était notre public, qui allait lire nos publications. Principalement déjà le monde industriel, et puis après au fur et à mesure des années et puis nos différentes activités, notamment maintenant nos activités sur les territoires, on a élargi à des collectivités, à des étudiants notamment, et puis à d'autres entreprises de secteurs différenciés. Dans ce cas-là, nous, c'est exactement ce qu'Olivier vient de dire, on affirme un rôle d'intermédiaire. Alors désolé pour ça, moi je suis issue du monde universitaire. Parfois, les recherches qui sont effectuées au sein des universités, ne sont pas forcément accessibles à un public plus large, parce qu'il y a quand même une méthodologie, un vocabulaire, une expertise. Nous, d'un côté, on essaye finalement de vulgariser, de rendre accessibles les résultats des recherches, parce que malgré ça, il y a énormément de choses qui sont faites en économie, notamment appliquée, en sociologie, etc. Des résultats qui sont complètement invisibles pour un large public. Donc, on se dit qu'en mobilisant ces résultats, ces études, on facilite finalement l'accès à ces connaissances pour un public qui n'en a pas l'habitude.
La deuxième chose, c'est quand on fait appel à des experts externes. Donc hier, j'ai pu parler notamment des études qui ont été réalisées sur des territoires par Étienne Foucré et Emmanuel Nadeau. Dans ce cas-là, la même chose, on a cet objectif de diffuser des connaissances à un large public qui ne va pas aller tout seul vers ce genre d'études-là, avec toujours cet objectif de diffuser. Et après, si je reviens sur ce côté expertise citoyenne, en réfléchissant pendant cette table ronde, je me dis aussi que parfois on donne la parole à des dirigeants industriels. On a déjà publié des études qui ont été réalisées, ou c'est peut-être plus des récits de vie, quelque chose comme ça, par des industriels. Et je pense qu'on rentre, et je partage l'avis d'Olivier sur qu'est-ce que l'expertise citoyenne, et notamment l'expertise d'usage. Quand on donne la parole à un industriel, on est plutôt dans cette catégorie d'expertise-là. Quelques petits points de réaction pour vous faire réfléchir. La première chose par rapport à est-ce que nos études servent directement ou pas à la décision publique. Pour nous, INSEE, on va même moins loin que ce qui a été dit les intervenants. On s'interdit même d'aller jusqu'au niveau de la préconisation au nom de la neutralité de l'INSEE. C'est-à-dire que le producteur, il me semble, de connaissances doit être perçu comme neutre. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce que pour que les gens pensent que ce qu'on produit est juste, il ne faut pas qu'ils puissent nous soupçonner d'avoir tordu la réalité parce qu'on veut promouvoir tel ou tel type d'action. Donc il y a toujours cette bascule entre jusqu'où je vais pour être utile et où est-ce que je m'arrête pour qu'on ne me soupçonne pas de manquer à ma neutralité. Ça, c'est le premier point que je voulais livrer à votre évaluation. Le deuxième point, et l'INSEE est particulièrement mauvais sur ce point-là, donc je le dis d'autant plus facilement, c'est que, et encore plus maintenant, le temps de la décision politique, il est souvent très court, et le temps de la production de connaissances et encore plus de données, il est plus long. D'où l'importance, on l'a déjà signalé, d'arriver à anticiper. Donc, dans beaucoup de cas, je me souviens d'un préfet me téléphonant un vendredi à 15h pour me demander des choses et me disant « Monsieur le directeur, je vous rassure tout de suite, c'est pas urgent, si je l'ai lundi midi, ça sera parfait. » Bon, et pour lui, du vendredi 15h au lundi midi, c'était du temps long. Bon. Donc ça, c'est le deuxième point. Les temps ne sont pas toujours les mêmes. Le troisième point, je voudrais insister, c'est qu'on a probablement très souvent du mal à faire le lien entre une analyse précise et une décision précise. En revanche, le background de connaissances, de réflexion, etc., qu'on crée est tout à fait important et intervient de façon implicite dans la réflexion. Et le dernier point, on l'a évoqué, c'est sur les territoires fins. Souvent, on nous dit « ouais, mais c'est pas assez fin ». Là, on paye, notamment au niveau donné, un truc mathématique. La mathématique est excessivement mal foutue. Je vous rappelle que la précision d'un sondage, ça dépend de la taille de l'échantillon et pas du taux de sondage. Donc 10 000 personnes interrogées en France entière, c'est aussi précis que 10 000 personnes interrogées sur la ville de Lyon. Donc vous voyez que si on veut les mêmes données à des échelons géographiques fins, ça veut dire qu'on multiplie l'échantillon par autant d'échelons qu'on a. Ça, c'est pas très grave, sauf que derrière une multiplication de la taille d'échantillon, c'est une multiplication des sous et des euros nécessaires, et ça, on ne trouve pas toujours les financements qui vont bien. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, on va passer sur une question, c'est le dessert, on va dire. Je vais interroger Olivier Lehancy sur... on reste dans ce questionnement-là. Est-ce que les études qu'on produit servent à quelque chose ? Et donc Olivier, alors c'est un peu l'intrus de la table ronde parce qu'il est plus du côté action, on va dire, et mise en œuvre de politiques publiques. Et donc la question qu'on peut t'adresser, c'est pour la politique territoire d'industrie, que pas mal sans doute connaissent, peut-être tu pourras en redire un petit mot sur ce que c'est que cette politique-là. Est-ce que depuis Bercy, vous vous êtes appuyé ou pas sur des travaux d'études ? D'accord. Alors, le premier point que j'ai envie de dire, c'est ce dont je vais vous parler est un exemple, et qu'il faudrait presque faire une étude sur la manière dont vos études sont prises
dans les décisions publiques et que j'ai pas vocation j'ai vocation, de ce que je vais dire, à être illustratif, mais pas plus. Territoire d'industrie, c'est une brique territoriale de politique industrielle. Jusque-là, il n'y a pas de miracle. La chose un peu rigolote dedans, c'est qu'on a décidé de partir avec une logique remontante. Donc je vais caricaturer un peu la démarche qu'on faisait. On va voir un élu et un chef d'entreprise qui ont été désignés sur un territoire. Ils nous reçoivent, ils nous disent « Vous avez combien pour nous ?» On répond « 0 », mais on a une feuille blanche. Attendez, je ne comprends pas. Vous écrivez votre ambition de développement industriel sur votre territoire et vous listez les 10 projets clés qui vont vous permettre d'incarner, de réaliser cette ambition sur les 3 prochaines années. Bon, et après, une fois que vous avez fait ça et que vous êtes à peu près d'accord dans le territoire sur cette feuille-là, nous, on s'engage, on était à Bercy, à faire en sorte qu'on va ouvrir les portes de tous les financeurs publics existants, ADEME, BPI, Banque des Territoires, etc. etc. Mais le choc au départ, c'est on arrive, on n'a pas d'enveloppe et on n'a qu'une feuille blanche. C'était ça qui était vraiment intéressant dans cette démarche. Alors, cette démarche, elle a commencé par identifier des territoires d'industrie. Donc on a fait une cartographie des territoires d'industrie. Et on a commencé par faire une mission de préfiguration là-dessus. Et en même temps, alors c'était pas encore la NCT, c'était le CGET, a fait une étude sur quelle était la densité des emplois industriels, quelle avait été par territoire l'évolution des emplois industriels. Et assez naïvement, quand on a fait la mission de préfiguration, on s'est dit, bon, on va quand même aller voir sur place, mais globalement, on va prendre les territoires les plus industriels et ceux qui ont la plus belle dynamique industrielle. Donc a priori, vous vous appuyez initialement, enfin c'était l'idée, sur la production de connaissances, sur la production de connaissances territoriales. CGET. La réalité a été complètement différente. Voilà. On a produit une carte qui était plutôt intuitive. On l'a mise dans un trou noir qui est la consultation. Donc on a une mission de préfiguration, 4 personnalités qualifiées. On a remis notre carte au cabinet du Premier ministre qui pilotait ça. La carte a disparu pour nous pendant 15 jours. Ce qu'on a su a posteriori, c'est qu'en fait, elle avait été descendue au niveau des préfectures et en urgence, les préfectures devaient consulter les régions sur si la carte leur convenait bien. La question du délai, c'était quelques jours de consultation. Des fois, quand il y a eu des problèmes dans les tuyaux, c'était même, je crois que le Grand Est, ça a été 24 heures par la région. C'était quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu des délais de transmission. On a remonté une carte qu'on a officialisée après, lors d'un beau discours à l'usine extraordinaire du Premier ministre Édouard Philippe à l'époque. Voilà. Alors, là-dessus, 2 éléments. Ça peut paraître un peu choquant, c'est-à-dire que finalement, la donnée que vous produisez est finalement très peu utilisée dans l'exemple que je vous donne. Dans l'exemple que je vous donne, encore une fois, je reviens au propos. 2 éléments quand même pour modérer ça. Dans ce dispositif-là, et je suis qu'au début du dispositif, faire la carte, sélectionner les territoires qui sont éligibles au dispositif. Le premier point, c'est qu'en fait, il y avait derrière une intuition de plusieurs personnes, c'est que ce qui faisait la dynamique d'un territoire, c'était pas son emploi, c'était pas sa densité, un territoire d'industrie, c'était pas son emploi, pas sa densité industrielle, ni même sa croissance, c'était la mobilisation du territoire autour de 2 ou 3 personnes. Et c'est comme ça que ça a été plus ou moins sélectionné. Et c'est une intuition qui a été confirmée par après et qui a donné lieu à de la production de données, notamment dans l'Observatoire des territoires d'industrie, où on s'est dit, mais le facteur culturel, sociologique de gouvernance d'un territoire, quelle est son importance dans sa dynamique économique? Donc on reboucle aussi, on a une intuition politique qui se concrétise dans une politique publique et qui elle-même devient, en se disant, mais finalement ça marche, qu'est-ce qui se passe derrière? Et donc, lieu de production de données, là, c'est l'Observatoire des territoires d'industrie. Le deuxième point que je voudrais corroborer, qui a été dit, c'est qu'une initiative comme celle-là ne se met pas en œuvre s'il n'y a pas une ambiance. Passer, quand on est de l'État avec les échelons de collectivités locales, avec en plus une opposition politique relativement forte entre les régions et le gouvernement. Les grandes régions, Auvergne-Rhône-Alpes où on est, etc., par rapport à un gouvernement Macron 1, 2, je ne sais plus, mais enfin, premier quinquennat, ce n'était pas l'amour fou. Donc se dire que l'État va faire du développement économique territorial qui est de la compétence des régions, c'était quand même un pari assez audacieux, et ce n'est pas venu
par hasard, c'est venu parce qu'il y avait un certain nombre d'études, de réflexions qui avaient ambiancé et qui avaient dit il y en a besoin. Et comme on ne voyait pas les régions s'en saisir de manière uniforme, par exemple, je vais citer l'Occitanie. L'Occitanie n'avait rien à l'époque. Ils sont super actuellement, donc je suis assez content de le dire sur le sujet. Je trouve qu'il y a eu un progrès en politique de développement économique et industriel Occitanie entre le moment où je les ai connus et aujourd'hui, qui est fantastique. Mais quand on est arrivé, il n'y avait pas grand-chose sur la dimension territoriale. Voilà. Donc la production de données, elle est, à mon avis, extrêmement parcellaire. Elle est prise en compte de manière extrêmement parcellaire dans une décision de politique publique. Mais vraiment, hein, on a besoin de 2 ou 3 critères. Vous produisez des pages et des thèses, nous on a besoin de 3 critères maximum pour prendre des décisions comme ça. C'est peut-être frustrant pour tout le monde, mais c'est un peu la réalité. Et 2, on revient, il y a des effets de mode, il y a des effets de tendance, et dans lesquels vous avez intérêt à vous glisser, parce qu'il y a des sujets qui bougent un peu en bloc et collectivement. Dimension territoriale, industrie territoriale, développement éco à l'époque. Voilà, j'étais un peu long. Non, très bien. Non, mais c'est un vrai sujet. Alors après, puis voilà, on va peut-être, si certains souhaitent rebondir. Moi, ce que je me dis aussi à travers ton témoignage, c'est que donc on n'a peut-être pas une influence directe des études ou explicite ou voilà de l'étude. En revanche, mais ça a déjà été un peu dit. Je pense que la production d'études participe, et la diffusion des connaissances qu'on produit, participe à la structuration de certaines représentations qui vont faire dire ensuite à un acteur, comme tu l'as dit, on avait des intuitions sur, par exemple, l'importance de la gouvernance locale. Cette intuition-là, finalement, c'est un élément qui est mis en avant depuis pas mal de temps aussi par tout un ensemble d'études sur comment fonctionnent les territoires, comment fonctionnent les systèmes locaux et l'importance des logiques de coopération entre acteurs, etc. etc. Donc je pense qu'il y a ça, finalement, qui est peut-être... pour réconcilier un peu les deux approches, finalement, quoi. C'est-à-dire des gens de terrain qui se disent on s'appuie sur les intuitions. Je pense quand même que leurs intuitions, c'est des représentations qui, pour partie, pas totalement, mais s'appuient sur ces études-là. Et puis quand même, je trouve que ce qui est intéressant, c'est, moi aussi, là, je le vois justement, maintenant aussi que je suis dans côté région, plus action, etc. C'est comment collectivement on peut faire pour ne pas se dire qu'on a 2 approches contradictoires, mais 2 approches très complémentaires. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de produire de la connaissance utile pour savoir où est-ce qu'il faut agir, où est-ce qu'on aurait intérêt à prioriser, dans quel sujet, etc. Et en même temps, c'est clair que si on veut faire des choses et que ça bouge, faut aller sur des logiques de projet, s'interroger sur la capacité à mobiliser ou pas les acteurs, etc. Donc comment ne pas rendre contradictoires les approches un peu plus études, analytiques, et puis les approches un peu plus mobilisation d'acteurs, projets, etc. Mais sans doute d'autres, si certains veulent réagir sur territoire d'industrie ou même plus généralement sur... Ouais, n'hésitez pas. Moi, la difficulté principale auquel on est confronté, je trouve, c'est, tu as posé la question, est-ce qu'il y a trop d'études, etc. Comment on fait pour les articuler? Il n'y a pas trop d'études, il y en a trop de mauvaises. Parce qu'il y en a beaucoup de mauvaises, vraiment, qui portent un propos qui ne nous est pas très utile, qui sont fondées sur des données qui sont très peu robustes. J'ai vu passer récemment une info sur il nous manquerait beaucoup de terrain pour industrialiser. En réalité, personne n'aurait. D'abord, c'est une donnée qui est faite sur du ressenti, posée à un pouillème d'élus, sans poser la question de savoir si on est sur de l'industrie ou si on est sur autre chose. Le constat que je fais sur les zones d'activité qui sont les plus occupées, c'est qu'on a principalement des notaires, des comptables et des boulangers de flux. Non, mais il y a des questions derrière qui doivent être posées, qui ne sont pas toujours posées, et on a besoin d'avoir des études contradictoires pour pouvoir faire un peu le tri là-dedans. Et effectivement, on a toujours envie de dire ouais, on fait trop d'études, c'est pour ça qu'on n'y comprend rien. Non, on ne fait pas trop d'études, par contre, on est mal organisé. C'est-à-dire que... alors, j'ai une petite théorie là-dessus. C'est... on n'a pas encore digéré l'impact de la décentralisation sur la relation connaissance-action publique. La décentralisation, elle est quand même assez fraîche, elle a été continue. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais un acteur, je veux dire, il y a 20 ans. C'est l'État qui disait qu'on va donner des sous à telle entreprise ou telle entreprise, et les régions, où j'ai des petits chargés de mission, on donnait la moitié en plus, mais on n'instruisait pas. On n'avait pas de propos sur les stratégies politiques. Et ça, il n'y a que 20 ans. C'est vieux
pour les gens qui sont ici, mais c'est pas si vieux que ça. Et en fait, on avait un appareil intellectuel très connecté, universitaire, technocratie traditionnelle du ministère de l'économie. Enfin, tout ça, ça fonctionnait plutôt bien. Puis derrière, ça partait dans des arrêtés que j'ai moi-même mis en œuvre en tant qu'agent public de développement économique dans une collectivité, mais qui étaient des arrêtés écrits par le ministère de l'Industrie. Et aujourd'hui, on est dans une logique où il faudrait... on a fragmenté la décision. Aujourd'hui, on a des EPCI qui vont pouvoir donner des aides directes. Mais quel effort on a fait pour que les gens dans les EPCI soient en capacité à apprécier à quelle entreprise on doit donner des aides? C'est une vraie question. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé. Ça veut juste dire qu'on est dans un élément de transition et que cette transition n'est pas aboutie. Et c'est la vraie question qui nous est posée. Alors, chacun a son... Moi, j'aime beaucoup le positionnement de l'INSEE qui consiste à dire « mais moi, je ne fais pas dans la préco. Moi, mon métier, c'est pas ça. Ça me va très, très bien. Il ne faut surtout pas qu'on mélange tout. » Par contre, on a un rôle, c'est de dire mais comment on utilise ce qui est produit par l'INSEE et comment on complète pour que ça arrive jusqu'aux oreilles de celui qui va décider in fine dans le PCI de l'attribution d'une aide directe. Voilà. Et je crois vraiment que c'est l'enjeu des 10-15 prochaines années dans le travail qu'on conduit, qui n'est pas simplement de multiplier la production de connaissances, mais vraiment de travailler sur les conditions dans lesquelles on va être capable de la pousser jusqu'à l'endroit où il y a la décision publique. Ouais, Colline, vas-y, ouais, bien sûr. Oui, juste un tout petit témoignage sur la variété des 150 territoires d'industrie. L'existence d'une ingénierie territoriale est totalement différenciante. C'est-à-dire que j'ai parlé de la gouvernance, mais pour être précis, dans la gouvernance, je mets celui qui tire, ceux qui tirent le chariot, c'est-à-dire les élus, etc. Encore une fois, on était parti sur un binôme, un élu, un industriel comme représentant, mais l'animateur et l'équipe qui est autour de lui, donc cette ingénierie territoriale qui connaît son territoire, etc., sont absolument clés et déterminantes. Ils font partie pour moi de la gouvernance, je reviens là-dessus. Et puis après, oui, on a fait peut-être que la moitié de la décentralisation. En termes de compétences, on a pas mal progressé. En termes de moyens, la répartition des moyens entre l'État et les collectivités locales reste complètement un ratio inverse des problématiques qu'on a. Si je reviens foncier, formation, financement, c'est pas tellement un sujet local, moins. Et les deux autres, attractivité et acceptabilité, 4 sujets sur 5 sont des sujets à traiter localement. Je crois que le ratio de financement, de moyens est exactement inverse entre l'État et les territoires. Ouais, ça c'est... Colline, oui. Ouais, juste un petit mot, je trouve que le témoignage d'Olivier en fait, illustre bien la question de l'opérationnalité des propositions qu'on peut porter. En fait, les études, elles ont vocation à infuser un peu, je pense, au niveau des différents acteurs, différentes strates. Et après, dans les propositions qu'on peut porter, se poser la question de l'opérationnalité est nécessaire parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'emplois industriels qu'il y a des personnes sur place, sur le terrain, qui sont capables de porter des projets de territoire. Et d'où l'importance, pour reboucler, avec l'expertise citoyenne aussi, pour tester un peu cette opérationnalité des études et se poser la question des bénéficiaires et des premiers qui vont être impactés par les politiques publiques qu'on souhaite mettre en œuvre. Ok, peut-être, vu le temps qu'il nous reste, Catherine, si tu veux, alors il y avait des questions éventuellement, si tu veux évoquer Oui, je vais... Dans les quelques minutes qui restent, du coup, je vais me baser sur les questions qui ont été posées pour faire une conclusion et aussi peut-être tout simplement tenter de répondre pourquoi ce titre, à savoir une nouvelle expertise au service des territoires. Alors, dans les remarques qui sont revenues le plus souvent, il y a bien cette idée qu'il y a aujourd'hui trop d'études, trop d'agences, trop de personnes qui font des études, trop de données. On parle ici au niveau des échanges de la dictature de la donnée. Et cette question au niveau de la dictature de la donnée, elle intervient au moment où on dit qu'il faudrait aussi pouvoir interroger les personnes, c'est-à-dire être dans de la démocratie participative. Et donc du coup, trop de données, ou cette dictature de la donnée, elle fait réagir à 2 niveaux. Au niveau des messages, la première, c'est que est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un risque de démocratie d'opinion, premièrement,
Et la deuxième remarque, c'est que finalement, est-ce que l'expertise économique et l'expertise territoriale n'est pas non plus en train de changer de main à partir de demain, DE plus loin, M-A-I-N-S, du fait que finalement nous produisons tous, avec nos objets connectés, nous produisons aussi tous de la donnée qui elle-même, comme pour les données dont nous avons parlé ici, eh bien, elles sont effectivement passées au prisme d'une technologie, au prisme de ceux qui les compilent, les mettent à disposition d'eux. Donc cette question de la dictature de la donnée, et puis cette question de trop. Trop de données, trop d'échelons, etc. Alors peut-être que cette nouvelle expertise au service des territoires, c'est justement, vous tous qui êtes réunis ici, être capable de dire sur le fait qu'il faut plus de dialogue, plus dialoguer entre vous, dialoguer avec les demandeurs, les donneurs d'ordre, ceux qui souhaitent avoir des études pour répondre à une problématique, les schémas de cohérence territoriale, les schémas de développement régionaux, enfin, etc. Et puis, pour revenir aussi sur ces notions de données, je pense que ça fait réagir beaucoup de personnes sur la norme. Il y a un exemple ici qui est donné et qui est en tant que tel, je pense, assez illustratif du changement auquel on se voit nous-mêmes et auquel les producteurs de données ou de normes pour la production de ces données nous amènent. C'est l'exemple du passage du ZAEUR, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, ce zonage en aire urbaine et en espaces ruraux, au ZAU, c'est-à-dire aux zonages en aire urbaine, c'est-à-dire qu'on est passé d'une représentation où les territoires ruraux avaient leur place dans la nomenclature des zonages, à une place dans laquelle ils ont quasiment disparu pour être, dans la plupart d'entre eux, être en fait impliqués ou imbriqués dans les couronnes les plus périphériques des grandes aires urbaines. Et donc, je trouve que cet exemple qui est donné ici est assez emblématique de la façon dont les nomenclatures territoriales ont pu, donc sous l'effet d'une influence urbaine, les territoires deviennent de plus en plus sous influence urbaine, ont en fait réduit les espaces ruraux à être soit isolés, donc peut-être un aspect un peu négatif de la chose, soit être à la périphérie des aires d'influence urbaine et donc considérés comme des territoires urbains alors qu'ils ne le sont plus. Voilà, donc je vais vous laisser réagir à ça. En quoi l'expertise au service des territoires est-elle nouvelle? Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai dit, dans le sens où elle est nouvelle aujourd'hui parce que nous apprenons à produire des études, à avoir des données, produire des études, produire des analyses de manière à répondre à la question du territoire en tant que tel, comment il s'organise. Et puis, réaction sur la dictature de la donnée, la démocratie d'opinion, et enfin, sur peut-être la communication. Comment communique-t-on aussi sur nos études? Alors, il nous faudrait une demi-heure pour répondre à tout ça. Et voilà, vous avez 30 secondes. Non, voilà, on a un petit peu de temps. Voilà. Merci en tout cas pour... Moi, je veux bien donner, parce qu'effectivement, on a eu cette idée là avec Pascal Lemaire et Catherine et moi là, de monter cette table ronde là, sur une nouvelle expertise au service des territoires. Alors pourquoi? C'est vraiment le sentiment que l'échelle territoriale est une échelle fondamentale d'analyse et d'action qui est un peu trop passée sous silence. On est abreuvé d'analyses à des échelles plus macroéconomiques, on va dire. On a une connaissance de ce qui se décide à des échelles, etc. Bon. Et pourtant, il se passe plein de choses. Et si on ne regarde pas ce qui se passe à ces échelles-là, on rate des opportunités d'action. Parce que traiter le chômage, traiter la problématique du chômage et du retour à l'emploi, selon qu'on est à Lyon, qu'on est à Poitiers, qu'on est au milieu du plateau de Millevaches, qu'on est dans le nord de la France, etc., c'est pas, en fait, le problème n'est pas le même. N'est pas toujours le même. On a des déterminants communs, qui peuvent donner lieu à la politique publique nationale, etc. Bon. Mais on a aussi une différenciation. Donc il y a un enjeu énorme, et je trouve que c'est pas assez. Enfin, l'idée, c'était aussi de faire passer ce message-là, quoi. Il y a plein de choses à faire à ces échelles territoriales fines. Il y a plein de gens qui font des choses, qui produisent de la connaissance, etc.
Donc il faut en avoir conscience et ça me semble tout à fait important. Et sans doute par rapport, pour rebondir sur ce que tu disais Olivier, ça a un peu diffusé ça, mais en termes de compétences et de moyens d'action à des échelles plus fines, il y a encore du travail à faire, hein. Il y a encore des marges de progrès. Après, il y a la grosse question du trop. Est-ce qu'on a trop d'études? Est-ce qu'on a trop d'échelles d'intervention? Est-ce qu'on a trop de dispositifs? Est-ce qu'on a trop d'eux, etc. Bon, oui, en partie, mais d'une certaine manière, j'ai envie presque d'aller dans l'autre sens en disant non, mais c'est parce que aussi le monde est complexe, quoi. Et donc le monde est complexe, donc justement, on a besoin d'intervenir et de décider, de mettre en place des politiques à différentes échelles. Ce que je viens juste de dire là, oui, il y a des choses à faire à l'échelle locale, mais attention, tout ne se décide pas à cette échelle-là. Il y a de la place aussi pour de l'action à l'échelle régionale, nationale, européenne. Et les études, idem. On a besoin d'études nationales, régionales, locales, etc. Donc moi j'ai envie de dire, à mon avis, enfin mon sentiment, ma conviction, c'est que le sujet, c'est pas il y en a trop, c'est comment on se coordonne ensuite, quoi. Et de la même façon, il y a peut-être pas trop de dispositifs, mais c'est comment on coordonne les dispositifs entre eux pour être plus efficace. Donc voilà, faut se méfier aussi de l'idée de dire on pourrait simplifier à mort et puis bon, on n'a plus qu'un acteur qui produit de la connaissance et c'est bon, on y verra plus clair. Non. On ne peut pas échapper à la complexité du monde et on a besoin en face justement de cette production un peu foisonnante, hein, mais c'est comment on se coordonne et comment on arrive à y voir clair tous ensemble en s'appuyant sur nos complémentarités. Ouais. Une petite réaction juste pour rebondir sur le dernier point. Souvenir d'un de mes directeurs d'il y a quelques années qui disait oui, quand dans différents dispositifs on a deux données incohérentes, la meilleure façon de les rendre cohérentes ou de les comprendre, c'est de supprimer un des deux dispositifs. C'est vrai que ça simplifie la vie. Bon, je suis assez d'accord sur ce qu'on a dit. Il me semble qu'il faut qu'en tant que producteur à la fois de données et d'études, on ait la modestie de rester à notre place. On prétend vivre dans une démocratie, pas dans une technocratie. Et ça ne me choque pas que, pour des tas de raisons parfaitement légitimes, parfois pas du tout parfaitement légitimes, si les décideurs publics choisissent de s'affranchir de telle ou telle analyse. C'est normal. Ce n'est pas aux techniciens, ce n'est pas à nous de décider. Il y a des élus qui ont été élus démocratiquement, qui rendent des comptes à leurs électeurs, et c'est à eux de décider. Et voilà, ça. Donc il n'y a aucune frustration à avoir de ce point de vue-là. Sur l'aspect foisonnement de données, je crois qu'il faut faire attention. Je dirais, entre un chiffre, une donnée et une information, c'est pas pareil. On peut avoir un foisonnement de données. Ça ne fait pas obligatoirement une information quantifiée intéressante et utile et analysable. Donc attention à ça. Il y a plein de gens, et là je prêche un peu pour ma paroisse, qui se piquent de fabriquer plein de données parce qu'ils ont été pêcher des trucs quelque part et puis qu'ils ont un tableur Excel ou Calc s'ils travaillent dans le monde du libre. Tout ça, ça ne fait pas une information quantifiée juste. Dernier point à intervenir. Je crois qu'on a quand même, c'est vrai qu'on a besoin, il ne faut pas qu'il y ait une dictature de la donnée ou une dictature du chiffre. C'est important que les données plus qualitatives soient prises en compte. Sauf qu'à la fin, à chaque fois que j'ai eu, et on est régulièrement confronté à ça, quand on a un décideur public en face, à un moment donné, quand il met en place une politique, il va finir par dire, bon, et combien ça va me coûter ? Il faut que je mette combien sur la table si je décide ça ? Et pour faire ça, à un moment donné, il faut bien qu'on finisse par lui dire ça va concerner tant de gens. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, c'était en 86, des premiers contacts avec ATD Quart Monde pour commencer à travailler sur la pauvreté. Je me souviens du délégué régional, c'était déjà à Lyon, d'ATD Quart Monde, me disant, vous savez, on a besoin de vous, parce que dans notre société, ce qui n'est pas quantifié n'existe pas. Ou en tout cas, ça reste du domaine de la charité privée et pas de l'action publique. Et donc c'est vrai qu'on peut considérer qu'on a trop de chiffres, qu'on a trop de ceci, qu'on a trop de cela, qu'il y a plein d'autres informations intéressantes, sauf qu'à la fin, toute l'action publique, peu ou prou, ça se traduit par un budget et par des euros dépensés.
Je vous coupe, je vous remercie parce qu'on fait des grands signes, ça, tout va couper là, on va être dans le noir, voilà. Donc vraiment un grand merci à tout le monde. Merci.